Прежде чем Dans передать ce cas-là, on continue. Avant de passer la parole à notre expert, я сделаю некоторые технические объявления. Юля? меня слышно? Меня слышно? На русском языке с синхронным переводом на французский. Внизу экрана вы можете выбрать нужный язык, нажав на иконку «Глобус». В конце встречи вы можете также задавать вопросы, написав нам в чате или нажав на иконку поднятой руки, чтобы мы дали вам слово, предоставили вам слово. Сегодня мы продолжаем цикл онлайн-экскурсий по экспозициям Русского музея, и я с большим удовольствием передаю слово Марии Юрьевне Гладких, начальнику службы «Виртуальный русский музей» Государственного русского музея. Пожалуйста. Спасибо, Татьяна. Ну что ж, Merci, Tatiana. Dans ce cas-là, nous allons commencer. Et donc, nous allons aller dans le passé il y a 5 ans pour l'exposition qui a eu lieu dans le musée russe. C'est une grande exposition avec beaucoup d'œuvres qui est dédiée à Ilya Repin. Et le professionnel des excursions et des conférences, Valentina Gorleva, va nous présenter cette exposition. Valentina, bonjour. Aujourd'hui, nous allons être dans le monde de Ilya Repin, le peintre russe, et aujourd'hui, il célèbre 180 ans depuis son anniversaire. Il est né en 1844, le 8 août. Il est né dans une petite ville, Tchugoyevo, dans la gouvernement de Kharkov. Et il commence à être peintre depuis là-bas. Et Repin a écrit des mémoires sous le titre Proche longtemps. Il n'était pas seulement le peintre, mais il était écrivain. Et les 30 dernières années de sa vie, il a passé en Finlande. Jusqu'en 1917, Finlande a été la partie de l'Empire russe. Et là-bas, à côté du village Kokkola, il a rencontré un autre écrivain célèbre, Kornei Tchoukovsky, qui était aussi traducteur. Il écrivait beaucoup de poèmes. Et donc, Tchoukovsky, il rédigeait, il lisait les articles de Proche longtemps. Et il a dit que si vous n'étiez pas peintre, vous deviendrez écrivain le plus célèbre du 19e siècle. Dans ses mémoires, Repin écrivait que je suis né dans la famille et l'état de ma famille était plus bas que l'état des serfs. Son père vivait dans le village militaire et là-bas, les paysans, ils travaillaient. Et donc, dans la famille de Repin en 1944, il est né. Il se souvient que quand il avait 8 ans, il a vu les peintures. Il a vu pour la première fois cette peinture et ça l'a beaucoup impressionné. Et tout ce temps que le frère était dans la maison de Repin, il utilisait les peintures tout le temps. Et donc, il a reçu les peintures comme cadeau. Et à partir de ce temps-là, il commence à peindre. Les premiers cours, il prend avec les peintres qui faisaient des icônes et qui travaillaient dans les cathédrales. Puis, il est entré dans l'Académie impériale des beaux-arts. Il est venu en Saint-Pétersbourg.
Il va à l'île Vassilievski tout de suite, où il y a le bâtiment de l'Académie impériale des beaux-arts. Il n'a pas réussi d'entrer dans l'académie euh, la première fois parce que ses dessins n'étaient pas assez forts. Et donc, il est entré dans l'école des peintres à Vassilievski Ostrov, à Saint-Pétersbourg. Là, il rencontre Ivan Kramskoy, qui est devenu le leader des ambulants ou itinérants. Il donne des cours de peinture à Répine et dans 6 mois, Répine essaye d'entrer dans l'Académie des beaux-arts encore une fois. Il a dit qu'il a étudié toute la liste des élèves qui ont été admis, il n'était pas dedans. Donc il était très déçu. Mais puis, il a entendu un de ses amis qui criait Répine, tu es dedans. Il n'a pas cru. Et il n'a pas vu son nom de famille parce que c'était numéro 1. Et il a lu plus loin que le numéro 1. C'est comme ça qu'il est entré dans l'Académie des Beaux-Arts. Pendant l'exposition, on a vu les travaux de Répine. Par exemple, ici, vous voyez le tableau préparation à l'examen. Dans l'académie, Répine rencontre beaucoup de jeunes hommes qui sont aussi dans la même académie et donc il a rencontré les deux frères Shevtsovi. Il commence à leur rendre visite dans leur maison. Vous voyez les deux jeunes hommes sur ce tableau, ce sont ces deux frères et c'est le moment où ils se préparent aux examens. Euh, un de ses frères lit un livre. Il voit, on voit le deuxième frère qui dort. Probablement, c'est son méthode pour se préparer aux examens. Et un autre jeune homme qui est le héros principal, peut-être c'est un peintre. Vous voyez un petit dessin sur sa table, mais au lieu de créer les tableaux graphiques, le jeune homme, il fait autre chose. Il envoie un bisou à une jeune femme dans la fenêtre juste devant. Vous voyez la femme en robe bleue. Il est très intéressé et il a complètement oublié qu'il devait se préparer aux examens. Ici, dans la même chambre, vous voyez que la chambre est très simple. Il n'y a que des choses nécessaires. Il y a un autre héros, c'est un animal. Nous voyons que c'est un petit chien qui est en bas. Probablement, c'est le printemps. Il y a des rayons de soleil qui pénètrent cette chambre. Et Répine décrit euh, cette lumière. On voit aussi le mur blanc de la maison devant la fenêtre. Répine décrit en beaucoup de détails ses héros et à l'intérieur. En général, Répine sera célèbre comme un master de portrait et surtout le portrait psychologique, pour qui c'était très important de refléter la psychologie de ces héros. Nous voyons ici comment Répine décrit ses deux camarades. Dans la maison de Shevtsov, où il aimait bien être parce que euh, il était ami avec les deux jeunes hommes, leur père était architecte et il y avait encore deux sœurs. Et, Répine dit dans ses mémoires qu'en étant dans la famille de Shevtsov, on joue au piano, on danse et euh, il commence
a prêté attention à une de ses sœurs. Puis, il sera marié avec Vera Shevtsova. Vous voyez son portrait. Ici, elle a 17 ans. Après, ils seront mariés dans l'église et ce portrait, il a été fait pendant le période romantique entre le peintre et Vera Shevtsova. Vous voyez que cette fille, elle a mis une jolie robe, une robe rouge, une veste noire. Vous voyez le fauteuil vert. Elle a fait une pause spéciale pour être sur le tableau. Mais comment nous pouvons voir que Repin a écrit ce portrait quand il était jeune homme? C'est à cause de ce mur, le mur sombre. Sur son visage, nous voyons quelque chose de très réservé, comme si elle était un peu sauvage. Et c'était exactement cela. Elle était une personne très réservée et Repin décrit tout cela dans son portrait. Ils ont vécu ensemble pendant très longtemps, ils étaient très heureux et avec Vera, il aura 4 enfants. Une autre œuvre qui se trouve dans notre musée, ici on lit les mémoires de Repin, on va voir que les élèves les plus talentueux de l'académie ont été invités dans l'atelier d'un de professeurs de l'académie. C'était Pavel Chistiakov. Et c'est exactement là où Repin est entré. Pour entrer dans l'atelier, les étudiants doivent passer un examen. Et après les examens, les étudiants devaient recevoir les médailles d'or, les médailles en argent. Et seulement après avoir reçu en médaille d'or, un étudiant pouvait aller à l'étranger pour y passer 6 ans. Donc, Repin réussit toutes ces épreuves. Nous voyons ici l'œuvre pour laquelle Repin a reçu un petit médaille en or. Et normalement, pour les travaux d'examen, les sujets ont été proposés. Normalement, c'était les sujets bibliques. Ce qui était important dans cette œuvre, c'est de bien ouvrir le sujet biblique, mais en même temps démontrer les connaissances de l'anatomie, du dessin et bien sûr de la maîtrise de la lumière. Et ici, nous voyons comment Repin décrit le sujet, comment il montre les images, il décrit aussi les habits. Et ici, on voit la différence entre les gens pauvres et les gens riches. Tout cela donne à Repin la possibilité de participer dans ce concours pour obtenir le grand médaille en or. Et lors de sa dernière année en académie, Repin commence à travailler sur ce tableau. Le sujet de l'année a été la résurrection de la fille de Jaïr, le sujet de l'évangile qui nous raconte une histoire que Jésus-Christ a pu faire la résurrection de la jeune fille. C'était la fille de chef de la synagogue, Jaïr. Pendant très longtemps, il cherchait la composition, le sujet. Il essayait de placer tous ces héros sur la toile. Et d'un coup, Repin se rappelle que
Il avait lui-même une sœur, Oustinia, qui était son camarade pour tous les jeux d'enfance. Ensemble, ils ont plié les animaux du papier et puis ils l'ont collé, les ont collés sur les fenêtres, ce qui était très joli. Ces animaux ont été coupés du papier. Et puis, pendant son adolescence, Oustinia est décédée. Et pour Répine, c'était un choc incroyable. Et donc, il se souvient du corps de Oustinia qui était sur une table. Et pour un enfant, c'était difficile de comprendre. Et donc, il dédie ce toile en mémoire de sa sœur décédée, Usinia. Nous voyons un candélabre avec les 3 bougies. Il y a la lumière jaune, la lumière qui éclaire le visage et les mains de cette jeune fille. Nous voyons beaucoup de contrastes sur ce toile. Une main très vivante de Jésus-Christ et une main morte de la jeune fille. Mais nous avons l'impression que dans un instant, cette fille va commencer à respirer et elle va être de nouveau vivante. Tous les participants que nous voyons derrière, qui observent ce qui se passe, surtout nous voyons le père de la famille. Regardez l'image très forte que Répine a décrit et l'image de Jairus semblable à celle de Rembrandt. En étant étudiant, Répine, il adorait Rembrandt et il utilisait beaucoup les méthodes de Rembrandt dans ses œuvres. Il a 27 ans en ce moment, mais la force psychologique est très puissante. Nous voyons la lumière, tous les objets dans la chambre. Répine n'a vu que la ville de Tchugoyevo et le Saint-Pétersbourg, mais grâce à son imagination, nous nous situons dans l'Est où il y a beaucoup de tapis et l'atmosphère complètement différente. Un des concurrents de Répine a été Vassili Polenov, un autre peintre célèbre russe. Mais par contre, c'était Répine qui a reçu un grand médaille en or et il a reçu la possibilité d'aller à l'étranger pour 6 ans. Pendant que Répine travaillait pour son œuvre de fin d'études, les conditions ont été très sévères. Chaque élève recevait son propre atelier, il ne pouvait pas se rendre visite, tout était en secret absolu. Et pendant son travail, un de ses amis, Vladimir Savitsky, il a proposé à Répine de faire la balade sur le bord de Niva. Et Répine se souvient qu'il n'a jamais fait ce genre de balade. Et donc, un dimanche, il prenait un navire pour faire cette croisière de Niva. Et dans un endroit qui existe toujours à Saint-Pétersbourg, la partie qui s'appelle Rybatskoye. Pour la première fois, Répine voit les bateliers ou les bourlaques. Et il a été tellement impressionné qu'en rentrant,
il a fait un petit tableau qui n'était pas très réussi et donc il l'a détruit. Après, il est allé à la Volga pour décrire les bateliers de la Volga. Et après avoir obtenu son médaille en or, Repin devient un peintre très célèbre russe parce que c'est exactement ce tableau qui l'a rendu célèbre. Ici, vous voyez les travaux de Repin. Il écrivait les études, il cherche ses héros principaux. Ensemble avec lui, son autre camarade, aussi un peintre russe, Fedor Vassiliev, il a organisé ce voyage pour voir la Volga. Et en rentrant, Repin crée ce tableau. Et comme il a dit lui-même, les 11 bateliers marchent sur le sol avec leurs pieds. Qui sont les bateliers? Quand ils les ont vus pour la première fois, il a demandé c'est qui? Ils ont dit ce sont des bateliers ou les haleurs. Et il a demandé mais qui sont les bateliers? Les bateliers ou les burlaks, ce sont des ouvriers journaliers qui tiraient les amarres, tractant les barges le long de la Volga. Vers le temps où Repin a créé ce tableau, on n'utilisait plus le travail de batelier. Dans les lieux qui n'étaient pas assez profonds, c'était ces ouvriers qui tiraient les amarres. Et donc, ces ouvriers, ces burlaks, c'était les gens très différents. Normalement, quand la personne venait pour devenir batelier, on demandait le nom de la personne. Et si la personne ne voulait pas donner son nom, il pouvait travailler sans ça. C'était le travail qui attirait beaucoup les gens aventuriers. Nous savons que Alexander Green, quand il a quitté sa maison, il est devenu un de ses bateliers. Et donc Repin essaie de trouver ses héros. Et une fois, il se souvient que dans le village où ils habitaient, il a vu ces bateliers et un de ces bateliers était un homme très grand avec un foulard blanc sur sa tête. Et Repin savait que cette personne, c'était l'ancien clergé, l'ancien évêque. Et on ne sait pas pourquoi cette personne est devenue batelier. Repin avait un œuvre littéraire qu'il adorait, c'était Iliade de Homère. Et donc, il a décrit comme un des héros de Iliade. Il a demandé à cette personne de poser pour ce tableau. Tous ses amis, les amis de Canine de cette personne, ont commencé à faire les blagues. Et donc, il a dit que en rentrant, nous aurons plus de temps et je vais poser pour toi. Mais en rentrant, il n'a pas vu cette force et le foulard blanc est devenu un foulard gris. C'était un homme très fatigué devant lui. Mais par contre, Repin a pu décrire un homme qui est très fort, surtout son esprit était fort. Nous voyons une autre personne fatiguée qui n'a plus de force de tirer et c'est comme si il s'est pendu sur ces amarres. À côté de lui,
il y a une autre personne, Repin a connu cette personne également, il travaillait au cirque avant. Et donc ce sont les deux personnes très fortes qui sont devant les autres. Puis, nous voyons aussi un autre jeune homme en rose. Il n'était son nom était Larka et il n'était pas un de batelier. Il habitait dans le même village que Repin. Et donc, Repin se souvient de cette personne, Larka. Il a organisé une bataille des enfants. Il jouait comme ça. Et donc, Repin a décrit cette personne sur son tableau. Repin avait un autre camarade qui étudiait avec lui dans l'académie. Une fois, il s'est presque noyé à Neva et Larka l'a sauvé. C'est pour ça que nous voyons Larka sur ce tableau. Un autre batelier, derrière Larka, il se penche un peu sur Larka. Il se penche avec sa tête sur l'épaule de Larka. Et nous voyons le tabac dans sa cagnotte. Un petit détail, mais qui donne de la force à toutes les œuvres de Repin. Ici, nous voyons un autre homme en profil. Et les amis de Repin disaient que peut-être c'était un homme italien ou peut-être un homme grec. C'était un tableau très novateur pour le temps où vivait Repin. Il ne se plaint pas de ces gens. Il les décrit comme les gens avec la force incroyable. Dans l'art des années 70 du 19e siècle, c'était un des sujets principaux pour tous les, pour tous les peintres. Mais Repin, il décrit autre chose. C'est ça sa force. Ce sont les gens qui surmontent les difficultés de leur position. Et le grand-duc Vladimir Alexandrovitch a acheté ce tableau. Академии художеств, он был его патроном. Он купил эту картину у Репина, и она долгое время украшала бильярдную Владимира Александровича, и в 1917 году она поступила на хранение в Русский музей. Эта картина отправилась на Всемирную выставку в Вену. И Репин Ce tableau est parti à l'exposition internationale à Vienne et Repin est parti avec toute sa famille, avec Vera Alexeyevna, avec son première fille qui a été appelée Vera au nom de sa mère. Et Repin est allé à Vienne et ensuite il est parti à Paris. Et Paris, c'était justement l'endroit au 19e siècle. C'était un endroit de force qui attirait tout le monde. Donc, Repin arrive à Paris en 1874 et cette année était très symbolique parce qu'à Paris, en France et en fait en Europe tout entière, en 1874, sur le boulevard des Capucines, a eu lieu une exposition des artistes non acceptés au salon. Et un groupe de ces peintres a été appelé les impressionnistes. Et c'est justement ce qui formera un grand mouvement dans les arts. Et ce nom a été donné non pas par hasard, parce que le tableau qui a été montré pendant cette exposition, c'était un tableau de Claude Monet. Donc, Repin arrive à Paris, il ne parle pas français, mais il est complètement charmé par tout ce qu'il voit dans cette ville. Et cette ville parisienne
impressionne tellement Repin et Repin écrit dans ses mémoires que les Français sont vraiment très tolérants et très accueillants et il en fait est très passionné par tout ce qu'il voit dans la rue. Et une de ces peintures qu'on voit ici sur l'écran, c'est euh, une, une impression d'un étranger, ce qu'il voit à Paris. Donc, les nouvelles. Les nouvelles. Et les nouvelles, ce sont les petits pots qu'on voit sur une petite table. C'est soit des parfums ou des médicaments, on ne sait pas. C'est quelque chose de nouveau qui doit impressionner et surprendre les Parisiens. Et encore une fois, pour Repin, on voit bien comment les caractères de ces personnes sont peints. Et faites attention à comment ce héros principal est peint, comment il est intéressé pour vendre ses nouveautés. Vous voyez qu'il est très bien habillé et Repin euh, voulait attirer l'attention au fait à quel point les Parisiens peuvent être bien habillés. Et cette écharpe qu'on voit à son cou et ce petit bâton qu'il utilise pour montrer les objets qu'il vend. Et autour de lui, ce sont les Parisiens simples, les commerçants, les enfants. On voit ici une personne à cylindre qui sont très intéressés par par ces objets. Et bien sûr, ils écoutent ce marchand afin d'acheter ces objets qui sont représentés ici sur la table. Et Repin est tellement passionné par la France qu'il cherche un endroit à vivre avec sa famille. Il trouve cet endroit-là en plein centre de Paris. Il est très étonné que Paris est très cher et très froid parce que pour s'échauffer coûtait cher. Et il va louer le même atelier que avait été loué par Vincent Van Gogh et dont est très fier Repin. En observant la vie française, Repin commence à créer son propre œuvre qui s'appelle Le Café parisien. C'est un travail des dimensions énormes. Et encore, Repin sera un innovateur ici. Bien sûr qu'il va aux expositions, il les visite. Il était pratiquement impossible de faire une exposition d'un peintre russe dans une exposition française, mais même ici, Repin a pu en fait inclure ses travaux pendant un salon français. Et maintenant, on dit que si Repin n'avait pas suivi son propre chemin, on va voir qu'est-ce que c'était. Et s'il avait choisi une autre voie, on n'aurait pas compris tout le talent immense de Repin. Ici, on voit une peinture une fille de joie, peut-être avec son client, probable. Donc, nous n'avons pas la possibilité de vous la montrer maintenant. Cette toile, on peut vous montrer juste des parties de cette toile. Et dans la version originale, cette dame, elle s'appuie sur un dossier d'une chaise. Et dans sa version finale, elle va être assise à table. Et Repin était très impressionné par le grand nombre de cafés à Paris, ce qui n'existait pas à l'époque à Saint-Pétersbourg. Et dans ces cafés, les rencontres importantes avaient lieu. Et les Français, en fait, ils étaient désintéressés de ce qui se passe autour d'eux et quelles personnes de quel statut social les entouraient dans le café. Ici, on voit cette femme qui est assise à table et Repin était le premier qui a
montrer la vie des restaurants français, des cafés-restaurants, de cafés parisiens. Ici, on peut voir juste bien défini le visage et le corps de cette femme. On voit bien comment cette, euh, cette personne est bien assise pour montrer toute la beauté, toute sa beauté, et le reste est flou. Une autre étude, on peut voir plusieurs têtes des hommes. Ici, c'est de la même façon, il cherche une position pour chaque personnage. Vous pouvez voir quel caractère formidable il crée. Ici, également, il inclut le naturiste en fait, préféré, Paul César. Et donc, Ripon a dit que il était très cher, Paris était très cher et surtout pour trouver les personnes à peindre. Et donc, on peut voir ici que ces têtes des hommes sont bien définies. Toutes ces personnes sont dans un café. On peut également comprendre que c'est un grand peintre devant nous. Donc, il a eu un grand succès en France. Pas tous les peintres russes qui étaient en France à cette époque-là, parce que c'était un endroit très populaire, Vassnetsov et autres. Donc, aucun d'entre eux n'a pas pu atteindre ce qu'a fait Répin. C'était un succès, la gloire pour lui. Et à Paris, il y avait beaucoup de personnes importantes et connues et qui disaient toutes la même chose. Pourquoi vous, Ilya Efimовitch, vous peignez les paysans russes et maintenant vous voyez des Parisiens sur vos peintures. Et justement, une des personnes qui critiquait Répine était Turgenev, qui a passé la plupart de sa vie en France et également en France, où a été peint ce portrait. Bien sûr, il a beaucoup apprécié le fait que Turgenev est un grand écrivain et traducteur bien connu, non pas seulement en Russie, mais également à l'Occident. Il était flatté de faire connaissance d'une telle grande personnalité. Il a donné son accord pour euh, peindre son portrait. Euh, donc, après quelques séances de peinture de ce portrait, Ivan Sergeyevitch, c'est Turgenev avait proposé de montrer son portrait à Paulina Viardot. Ce portrait avait été montré et ensuite, euh, sel- selon le souhait de Pauline Viardot, ce portrait a été repeint plusieurs fois parce qu'elle n'avait pas aimé certaines choses à chaque fois, à chaque nouvelle version. Pourtant, Répine a pu bien peindre les traits du visage et en général, le portrait de la deuxième moitié du 18e siècle, 19e siècle sera masculin. Et ce n'est pas par accident parce que Pavel Tretiakov, le fondateur de la galerie de Tretiakov, proposera de créer une galerie des portraits des meilleurs hommes de la patrie. Et Ilya Répin participera à ce projet. Et justement, ce portrait avait été peint à la commande de Tretiakov. Et c'était pour cette raison pourquoi on disait que au début, Répin n'écrivait que des paysans russes et ensuite il va écrire des filles parisiennes. Et donc, euh, après 6 ans de, de sa vie à Paris, Répin peint la peinture qui s'appelle Sadko. Et ce n'était pas par hasard qu'il a écrit cette toile-là. Et Répin avait avant voyagé en Allemagne et dans d'autres pays européens. Et à chaque fois, il y avait un grand aquarium qui était mis sur la place principale de la ville, de la capitale. Et Répin faisait quelques dessins
il était très attiré par cet aquarium, par ces poissons aquatiques, par les étoiles de mer, par toutes ces créatures aquatiques. Et Repin disait que peut-être c'était à cause de sa nostalgie. Il se rappelle d'une histoire avec Sadko. C'était des histoires de Kiev où il y avait Ilya Mouromets, représentant de Kiev, et également les histoires de Novgorod où la ruse des héros était très appréciée. Et l'un de ces héros devient Sadko qui se trouve au fond de la mer en visitant le tsar de mer. Il a enchanté ce dernier en jouant sur un instrument musical et justement ce tsar lui donnera la moitié de son empire et sa fille en plus. Et donc cette histoire-là est bien représentée ici sur cette peinture. On voit comment Repin bien dépeint ce moment où on voit les très jolies filles toutes dans les robes différentes. Ce ne sont pas seulement les filles de tsar de la mer, ce sont des représentantes de ethnies différentes. Et Repin a le plaisir de voir toutes ces beautés, ces belles filles, mais en même temps, elle a la nostalgie. Repin a également visité plusieurs pays, y compris l'Italie, et beaucoup de peintres n'aimaient pas retourner dans leur pays. Mais dans la deuxième moitié du 19e siècle, la situation change, mais y compris pour Repin. Et c'est pour cela qu'il écrit que je veux retourner chez moi. Et Ilya Efimовitch fait connaissance avec Mamontov. On verra son portrait par la suite. Donc, Ilya Efimовitch Repin, pendant toute sa vie, écrivait ses autoportraits, dont l'un d'eux, on voit maintenant. Donc, c'est un jeune homme qui était déjà très connu, l'auteur de la peinture Les bateliers sur la Volga. Et donc, ce portrait est bien écrit dans les couleurs plutôt sombres. On voit quand même sa chemise blanche qui souligne la beauté de la peau de peintre. Il faut dire que tous les peintres qui avaient été acceptés à l'Académie des Beaux-Arts commençaient à se faire pousser les moustaches et la barbe. Et justement à Paris, la famille de Repin commence à s'agrandir et une autre fille fait naissance qui s'appelle Nadia, qui a été appelée la Parisienne parce qu'elle était née à Paris. Et justement, le portrait des enfants occupe toujours une place particulière dans les arts. Et Repin peignait les portraits des enfants. Et ici, on voit avec combien d'amour il a peint le portrait de la petite Nadia. Et Repin a pu vraiment bien capter cet état où l'enfant est très fatigué après avoir couru toute la journée, après avoir joué. Et ces minutes rares du calme, quand elle commence à s'endormir et quand sa tête devient lourde, à même moment, peut-être quelqu'un lui lit des histoires. Et son visage, l'ovale de son visage tendre, ses joues euh, sont bien reflétées dans ce portrait. Et donc, dans la famille de Repin, il y a eu 3 filles et un fils. Le fils Yura qui deviendra également par la suite peintre. Ils auront des relations difficiles avec son père. Pourtant,
Yuri, dont le portrait est écrit sur un tapis oriental. On peut voir Yuri comme une personne, un petit enfant sérieux. Et donc, les peintures de Yuri sont quand même conservées, mais son malheur était qu'il a toujours été comparé avec son père. Et pour lui, c'était une tragédie. Et c'est pour cette raison il a eu des relations difficiles avec son père. Il demandait toujours que à l'endroit où le fils va présenter, exposer ses tableaux, qu'il n'ait pas de tableau de son père. Donc, tout ça, donc il y aura des moments difficiles dans la vie de son fils, mais pour l'instant, c'est encore tout dans le futur. Et si on voit ce petit enfant qui a un regard pensif, et on voit que ce tapis est très bien peint, qui nous, euh, euh, qui nous donne tous les détails de ces décorations, et on trouve la figure de ce petit garçon. Et pour Repin, il était très important de capter le caractère d'une personne. Et ici, on voit encore un portrait de ces deux filles, de Vera et Nadia. On va le voir dans quelques instants, et on voit ici deux petites filles. Mais à quel point leurs caractères sont différents. Vera étant habillée en noir, elle ressemblait beaucoup à son père. Dans le futur, elle deviendra une actrice de théâtre. Et à sa mère, à sa femme, il disait que j'aimerais bien lui, en fait, payer un salaire juste pour qu'elle ne joue pas au théâtre. Mais Vera était très rusée, très entreprenante dans sa vie. Et ici, on voit ça dans son regard, très rusé. Et Nadia est très différente. Sa vie était très tragique. Elle a consacré sa vie à la médecine. Elle était euh, en fait infirmière. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle vivait avec son père. Et cette simplicité de l'esprit, il est bien présente dans ce portrait. On voit ces jouets qui sont derrière ce portrait peint dans une chambre d'enfant. Cette manière dont elle tient sa poupée est très charmante parce que souvent on lisait des histoires pendant que qu'on en fait peignait les portraits des enfants. Mais ici on voit que les enfants sont avec des jouets. Et donc le dernier enfant dans la famille sera la fille Tania. Et donc sa vie par la suite sera liée à la France, à Paris, et jusqu'à nos jours, nous pouvons trouver les descendants de Ilya Repin. Et comme je le disais, une rencontre très importante a eu lieu à Paris. Il a fait connaissance avec l'un des mécénats des arts, avec Mamontov. Sava Mamontov, qui a joué un rôle très important dans la vie de Repin, et pas seulement de lui, mais dans la vie de beaucoup de peintres connus russes. Et Repin voyageait avec sa famille. Et Sava Mamontov, qui provenait d'une famille de commerçants, son père construisait des chemins de fer. Et Sava, à son adolescence, en fait, quand il atteint l'âge légal, il a continué de construire le chemin de fer, mais il était très intéressé par les arts. Il était souvent comparé avec Lorenzo Medici,
Il était une personne brillante qui aimait chanter. Il prenait des cours de chant en Italie et il prenait des cours d'opéra. Et Sava, il était la personne qui a créé l'opéra privé en Russie. Et justement, Sava qui a apporté pour les soins médicaux à Paris son fils et à travers une autre femme connue, Valentina Serova, et il a fait connaissance avec Repin. Et donc, Victor Vasnitsov faisait partie de ce cercle. Et Sava Ivanovic était passionné par une idée de créer un cercle des arts euh, et tout ce qui est lié aux débuts nationaux de la des Sava Ivanovic voulait que les peintres pouvaient créer facilement et donc Sava achète une résidence à 60 km de Moscou. Donc, et le chemin de fer entre Moscou et Sergeïev Posad, il y avait un chemin de fer. Et donc, pas loin de là, il achète une résidence à Bramsevo, qui est toujours existant et où un musée est organisé. Et donc, un cercle d'Abramsevo a joué un rôle très important dans la vie de Repin. Et donc, beaucoup de peintures de Repin ainsi que d'autres artistes ont été peints justement à Abramtsevo. Et donc, Abramtsevo avait son propre histoire. Ces résidences appartenaient dans le passé à la famille des aristocrates Aksakov. Mais la deuxième partie du 19e siècle, les commerçants deviennent de plus en plus puissants et donc les commerçants achètent cette résidence et donc Sava Mamontov justement fait la même chose que les autres commerçants. Il a acheté cette résidence à Bramtsevo. Et donc, Aksakov a été visité par beaucoup d'écrivains, par Gogol, par Shepkin. Et donc, cette résidence, elle a été achetée de son fils, Ivan Alexeyevich, dont le portrait, vous voyez ici, écrit par Repin. Et donc, à la commande de Tretiakov, on peut trouver ce formidable portrait. Mais on sait que la peinture iconique, c'est une autre peinture. Donc, Sava Mamontov, justement, il a conservé l'esprit de cette résidence d'Aksakov. Et toutes ces rencontres avec des personnes connues et importantes ont été faites dans cette résidence-là. On peut y retrouver beaucoup de personnes qui ont fait de grandes contributions à la culture russe. Donc, Repin devient ami avec Mamontov et leurs femmes deviennent des amis également. Et donc, je voulais vous montrer également une autre œuvre de Repin. Repin ne peignait jamais de nature morte, mais on a quand même une peinture qui est conservée qui s'appelle Les pommes et les feuilles. Peut-être que la nature morte sera renouvelée, ce mouvement à la fin du siècle, mais cette peinture est très simple dans sa composition. Mais encore une fois, si on revient en mémoire de Repin, où il se souvient qu'un jour, il a dû exprimer sa compassion à cause de la mort d'Alexandre Serov, un grand compositeur. Et donc,
Repin est venu d'exprimer ses condoléances. Et justement, à cet endroit-là, elle a rencontré un petit garçon qui, par la suite, deviendra un grand peintre russe, Valentin Sirov. Et à cette époque-là, le garçon était petit, la situation était difficile. On pleurait dans le salon avec la veuve et l'enfant sautait sur les chaises. Et au début, il pensait que c'était une fille parce que le garçon avait des cheveux longs. Et la deuxième rencontre a eu lieu à Paris, plus tard. Et justement, euh, euh, la mère de Serov a amené son petit Tonia dans l'appartement de Repin et Repin lui donne des cours de peinture. C'était ses premiers débuts en tant que professeur de peinture. Il ne savait pas comment s'y prendre. Et il a juste mis ses feuilles et ses pommes et il a commencé à peindre lui-même au début. Et donc, cette méthode qu'il a développée pour le petit Valentin Sirov, c'est-à-dire en peignant lui-même pour montrer comment faire, et ce qui a été étonnant pour Repin, c'est que le petit garçon de 9 ans pouvait passer plusieurs heures devant une toile. Et justement, Repin lui disait qu'il fallait faire des pauses et comme Repin disait, il commençait à faire des grimaces comme un singe. Mais quand Repin le ramenait devant la toile, le petit garçon devenait très sérieux et commençait à peindre pendant plusieurs heures d'affilée. Et donc, euh, Serov deviendra son élève préféré pour toute sa vie et peut-être l'un des meilleurs élèves de Repin. Приезжает вместе со своей семьей. Et donc, il quitte Paris et Repin vient avec sa famille pour la première fois à Abramtsevo. Et Repin, il aimait beaucoup des impressionnistes. Il visitait avec un grand intérêt toutes les expositions des impressionnistes. Et nous savons qu'il y avait l'attitude différente envers les impressionnistes. Mais Repin, il a été très influencé par les impressionnistes. D'abord, Repin a beaucoup aimé comment les impressionnistes décrivent la lumière et l'air. Nous voyons ici Vera Alexeyevna qui se balade avec les enfants et nous voyons le champ qui est très bien décrit. Nous voyons le bois derrière et c'est Он la manière de peinture de Repin qui est devenue sa manière signature. Un parasol jaune et la lumière est très bien captée. Et Repin, il aura plusieurs sujets dans son art, les portraits, les paysages, mais le sujet très important pour Repin, qui est lié premièrement aux révolutionnaires. Repin se souvenait qu'en étant étudiant, quand il faisait ses études dans l'académie de Beaux-Arts, il visitait le faculté de Kharkov, ce qui a beaucoup influencé Repin. Ce toile a été créé après son période parisien. Ici, nous voyons le toile qui s'appelle un convoi. Et donc, le sujet
c'est que entre les deux convoyeurs, il y a une personne, mais le paysage est décrit de manière très particulière. C'est vraiment la Russie de l'époque. Nous voyons la bouée avec tous les nuances de la couleur marron. C'était très populaire dans l'art de deuxième partie du 19e siècle. Nous voyons que ce toile est un peu triste à cause de ses couleurs, mais dans tous les cas, nous voyons que ce toile a été créé par un, un vrai peintre. Je disais déjà que Abramtsevo est devenu la source d'inspiration pour beaucoup de peintres russes. Beaucoup de toiles ont été créées exactement à Abramtsevo, y compris le toile que nous voyons ici. C'est la continuation de son sujet révolutionnaire. C'est le sujet quand la mère dit au revoir à son fils qui va servir en armée. Ceci est aussi un sujet de paysan, mais nous devons prêter attention au paysage derrière. Mais en même temps, les sentiments sont très aigus sur ce toile. C'est un moment très tragique. C'est un moment où la famille dit au revoir à un homme qui part pour faire son service militaire qui durait 25 ans à l'époque. Et c'est une scène très tragique. On dit que Répine décrivait la vérité de la vie et qu'il a créé la panorama de la vie russe. Et puis, Abramtsevo, il a commencé à travailler sur un autre toile, la croisade. Et Répine a utilisé ce sujet dans les deux toiles. C'est la procession religieuse avec l'icône. Et ce genre de processions ont été très populaires en 19e siècle, la procession religieuse. Et nous voyons que toute la Russie se bouge ensemble avec Répine. Et les images sont incroyables. Au milieu, nous pouvons voir la femme, la marchande, qui porte une icône. Nous voyons la lumière qui éclaire son corps, ses habits avec beaucoup de dorures, son visage. Et donc, avec beaucoup d'honneur, elle marche. Nous voyons les images de la clergé. Et aussi, il y a un petit détail. Il y a des gens qui sont sur des chevaux qui essaient de contrôler la foule. Ils disent de céder la place aux gens très importants pour qu'ils puissent être à côté de l'icône. Et bien sûr, les images de paysans sont très bien décrites. Et regardez les détails, ce sont les gens très différents, avec des caractères différents. Et ils ont des buts différents également dans cette procession. Nous voyons un petit garçon handicapé. C'est un des images les plus fortes de ce toile.
Et Répine, il connaissait ce jeune homme personnellement et malgré sa maladie, ce jeune homme, il se bougeait très vite. Et Répine a beaucoup aimé son visage. Il a demandé de faire le séance de pose pour son tableau. Son visage est éclairé et dans le toile, nous le voyons euh, bouger. Il va vers l'avant et il a un seul désir de voir cette icône de près. Vous voyez, à côté de lui, il y a un autre homme qui essaie de lui montrer le chemin. Mais malgré tout, ce jeune homme, il va tout droit. Et de façon panoramique, nous voyons le paysage derrière et la Russie. Et bien sûr, ce tableau a emporté beaucoup de succès à Répine. Dans la vie de Répine, il y avait plusieurs hommes qui ont joué un rôle très important. Et un de ces hommes, c'est un critique très célèbre russe, Vladimir Stassov. Vous allez voir son portrait maintenant. Stassov, c'était un critique musical, il était scientifique et il a publié son travaux dans les journaux européens. Aussi, il a comparé le folklore russe avec le folklore indien. Et donc, pour Stassov, les sources russes ont été très importantes. Il soutenait les ambulants russes ou itinérants. Et donc, il a beaucoup influencé Répine. Stassov, très strict, comme on disait à l'époque, nous voyons que c'est un homme âgé avec un regard strict et qu'il voit à travers. Il défendait ses positions et c'est le moment qui a été décrit par Répine avec beaucoup de détails. Puis il avait des relations très importantes avec Pavel Tretiakov, c'est un collectionneur russe. Pavel Mikhailovitch, c'est le frère de Tretiakov, qui a fondé la galerie Tretiakov. Pavel Mikhailovitch a donné sa galerie à Moscou. La galerie Tretiakov existe toujours à Moscou. Il a formé sa collection. Il était ami avec beaucoup de peintres. Et Répine a décidé de créer son portrait dans sa galerie. Et puisque Pavel Mikhailovitch travaillait là-bas et il faisait des tâches administratives, il a accueilli des visiteurs dans sa galerie. Et puisque il y a Répine, il faisait son tableau pendant l'exposition. Pavel, il n'aimait pas d'attirer beaucoup d'attention à sa personne. Il était une personne très modeste. Il a dit, si vous voyez Répine qui veut entrer dans la galerie, ne le laissez pas passer. Il disait ça aux gardiens pour ne pas devoir poser. Mais Répine se pénétrait dans la galerie dans tous les cas et il continuait à travailler sur ce portrait. Et donc c'est comme ça que nous avons obtenu ce portrait de Pavel Tretiakov qui a créé la galerie Tretiakov, très importante à son époque.
Aujourd'hui, nous avons déjà dit que Repin est, étant master de portrait psychologique et nous avons vu plusieurs portraits aujourd'hui, mais je pense que le portrait le plus important, c'est le portrait de Modeste Moussorgsky. Il aimait beaucoup la musique de Moussorgsky. Et la vie de Modeste Petrovitch a été très, très tragique. Repin a su qu'il a été hospitalisé dans l'hôpital Nikolaïevski et il se trouvait dans le département pour les gens très pauvres. C'est la personne qui a créé la musique magnifique, qui a créé les opéras, comme Boris Godunov et les autres, a eu la fin très tragique. Donc Repin est allé à l'hôpital Nikolaïevski, il a vu qu'il est en train de mourir et donc il a créé ce portrait quelques semaines avant son décès. D'un côté, ce portrait est très simple. Il le décrit devant le mur de l'hôpital en robe de chambre vert. Repin a pu capter cette ambiance très triste. C'est comme si Moussorgsky connaissait déjà son destin. Nous voyons dans son regard que jusqu'à la fin de ses jours, il continue à penser à la musique, à créer la musique. Et donc cette puissance cet homme a été très bien capté dans ce portrait. Композиторах русских, композиторах второй половины Comme nous avons évoqué les compositeurs russes de la deuxième moitié du 19e siècle et qui faisaient tous partie dans le tas scientifique, comme on l'appelait ce cercle. C'était le compositeur qui écrivait de la musique, les opéras qui étaient liés les cultures russes. Et donc, on voit le portrait de Glazunov. Je pense que Glazunov maintenant est connu en tant qu'auteur de la musique pour le ballet Raymond. Et Marius Petipa écrivait la chorégraphie, donc c'est le ballet Raymond qui est en fait qui a lieu sur beaucoup de scènes mondiales. Et donc, c'est le succès arrive à ce compositeur à l'âge très jeune. Donc, Glazunov était l'auteur de la musique symphonique. Son professeur était Rimsky-Korsakov. Donc, c'est un portrait officiel. Pour ce genre de portrait, comprend beaucoup d'attributs et tout est très laconique. Et pour ce portrait, Repin choisit une couleur rouge corsé où on peut voir sa silhouette noire et sa chemise souligne la peau et on peut voir à quel point sa main est bien peinte. Comment Repin travaille bien tous les détails de sa main, de ses doigts si longs. Et cette personne est présentée dans cette pose impressionnante. Et on peut en même temps capter une espèce d'aliénation de ce compositeur. Et justement, Repin a pu bien décrire cet état d'esprit de cette personne d'un grand talent. Et un autre portrait d'un autre compositeur, Borodine,
C'est aussi un portrait officiel et très beau. Et justement, Répine connaissait bien Borodine. Et Répine était enchanté par sa personnalité. Et Répine a toujours beaucoup apprécié les personnes intelligentes et toute sa vie, il a ressenti ce manque d'éducation et c'est pour cette raison qu'Irépine a visité beaucoup de cours à l'université, beaucoup d'ateliers. Et donc, Répine allait voir les cours de cette personne-là qu'on voit sur le portrait. Et justement, il a peint euh, devant une colonne blanche. Et Rimsky-Korsakov, après la mort de Borodine, n'a pas terminé. Il les a juste, il a fait quelques finitions et la contribution de Korsakov était grande. Et Rimsky-Korsakov était très ami avec Moussorgsky. Et donc, toutes les créations de Moussorgsky pas finies. Donc, ces créations-là ont été retravaillées et finies par Rimsky-Korsakov. C'est pour cette raison que Repin a beaucoup apprécié la contribution de Rimsky-Korsakov. Donc, comme il était ami avec Borodine, avec Glazunov, il y a un autre musicien avec lequel il ne pouvait pas avoir de bonnes relations, et ce qui est très important pour un peintre, c'est-à-dire d'avoir de bons contacts, de bonnes relations avec son modèle. Et Repin avait sa méthode à lui de peindre un portrait, alors que pendant plusieurs séances, il étudiait les personnes, il communiquait avec elles, et juste après, il commençait à peindre. Et avec Anton Rubinstein, le compositeur, il n'a pas pu trouver le bon contact, le feeling. Donc, Repin disait que il était beau, il ressemblait à un lion. Et Rubinstein travaillait beaucoup, il voyageait partout en Europe. Il était chef d'orchestre. Et donc, Repin devait toujours, dans ce planning de Rubinstein, il devait toujours trouver du temps pour, en fait, qu'il puisse poser pour son portrait. Et donc, Rubinstein est une personnalité remarquable pour les créations musicales, pour les arts musicaux de la deuxième moitié du 19e siècle. Il était un grand virtuose et à chaque fois quand il euh, jouait Chopin au Liszt, à chaque fois, c'était quelque chose de nouveau dans sa performance. Bien sûr, il était un chef d'orchestre, mais Rubinstein lui-même disait que moi, je suis un compositeur et cela est au-dessus de tout. Mais toutes ces créations musicales ont été oubliées lors de son vivant et c'était une grande tragédie pour Rubinstein. Et dans ce portrait, Repin apprécie, il observe son apparence physique, son petit nez, les yeux profonds, ses cheveux longs, et quand même il pouvait capter cet état d'esprit de cette personne-là. Maintenant, la personne est avec son bâton de chef d'orchestre et en même temps, il tourne les pages de ses notes, mais il ne regarde pas dans ses notes. Son regard est quelque part ailleurs. Peut-être il travaille machinalement, automatiquement, il pense à autre chose. Et donc, on peut peut-être décrypter le drame de cette personne parce parce que Rubinstein disait lui-même que la personne qui est née avant son époque est une personne
qui sera déçu dans la vie. Et donc, la psychologie est bien décrite ici sur un fond vert clair qui souligne les moments solennels de ce chef d'orchestre Anton Rubinstein. Repin est né et il a grandi en Ukraine et bien sûr, ce pays était proche pour son œuvre. Et un jour, Repin, en visitant Sava Mamontov dans sa résidence à Abramtsevo, il y avait une personne qui lisait la lettre euh, de Zap- Zap- hmm, les Cosaques Zaporog et qui écrivait une lettre. On va en parler plus tard. Et donc, Repin commence une période de 10 ans où il collectait les matériels pour la bataille de Zaporog, Cosaque Zaporog. Il collecte les informations sur l'histoire et ici qu'on peut retrouver ces peintures formidables. Repin tous les ans visitait ses parents, il visitait l'Ukraine et donc ici on peut voir ce tableau qui ont été euh, donnés par des Cosaques Zaporog. Et bien sûr, la vie quotidienne des Cosaques Zaporog a intéressé le peintre. Et donc ici, on peut voir une maison ukrainienne et un autre tableau qui s'appelle Les filles du soir. Donc on peut voir le soir, une fête, les jeunes à la fin de leur travail agricole. Et donc, en automne et en hiver, les paysans étaient plus libres de leur travail. Donc, le soir, les jeunes se réunissaient et dansaient, bien sûr. Et justement, on peut voir ici les danses, la fête, les rencontres et bien sûr les mariages par la suite. Et donc, ce moment-là est bien dépeint par Répénétie. Et ces couleurs sombres, mais en même temps chauds, ce n'est pas par hasard. On peut voir également les bougies allumées dans une maison assez grande qui pouvait contenir tous ces invités. Et donc, on voit cette fête. Et ici, on peut voir un jeune homme avec une jeune fille qui sont peut-être déjà fiancés. Donc, en collectant les matériels pour ce tableau, les Cosaques Zaporog écrivant une lettre au sultan de Turquie, Repin peint le portrait de Sofia Dragomirova. Et donc, elle aussi, il l'a peint dans le costume national de Zaporog. Donc, nous avons ici le portrait de cette dame dans le même costume national, peint par Valentin Serov, son élève, parce que c'est avec Valentin Serov qui a accompagné Repin pendant sa visite en Ukraine. Donc, nous pouvons voir un portrait magnifique qui était gardé par la famille Dragomirov. Donc, vous pouvez voir ici les objets de la collection de Repin. Et maintenant, on va voir la peinture qui s'appelle Les Cosaques Zaporog écrivant une lettre au sultan de Turquie. Il y a des attitudes différentes envers cette peinture, mais c'est le sommet de la création de Repin. C'est la culmination du talent de Repin. Et bien sûr, Repin a en fait décrit tout avec toutes les nuances de couleurs. Et
pendant un dîner chez Mamontov. Il y avait un historien, Levornitsky, qui a lu cette lettre connue des Cosaques Zaporog, parce qu'il existe une légende que Magomed IV, un sultan turc, avait envoyé une lettre aux Cosaques où il leur proposait en fait, lui servir. Et pour ces derniers, la volonté était très importante. Et donc, les Cosaques ont répondu dans une lettre assez directe. Et en fait, il se moque du sultan dans cette lettre. Et peut-être si cette lettre existait vraiment, elle aurait été gardée dans les archives du sultan turc. Et peut-être c'est juste un mythe, c'est pas vrai. Mais de toute façon, cette lettre a tellement plu à Repin qu'il commence à peindre cette composition grande qui inclut beaucoup de personnages et Repin peint beaucoup en fait, des personnalités. Et chacun de ces en fait, chacune de ces personnes qu'il connaissait venait poser pour pour ce tableau. Mais en vérité, toutes ces images de ces personnes sont des images composées. Donc, pour chaque portrait, il inclut les traits caractéristiques. Ici, vous voyez un homme au centre avec une pipe. C'est un ataman qui s'appelle Ivan Serko. Et autour de lui, on peut retrouver tous ses camarades. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'ils écrivent cette lettre pour le sultan turc? Играли в карты. Avant, ils buvaient de l'alcool et ils jouaient aux cartes. Et devant vous, vous voyez une image de Kazakh Zaporog avec des moustaches et le torse nu. Il joue aux cartes et il triche. Et donc, il devait enlever sa chemise pour ne pas pouvoir cacher les cartes dans ses habits. Et maintenant, il crée la lettre. Au centre, nous voyons la personne la plus importante, le scribe. C'est la personne qui sait écrire. Et donc, chacun de cette compagnie essaye de faire un ajout à cette lettre. Nous voyons un regard un regard de Ivan Serko et derrière son dos, on voit un autre Kazakh qui montre avec son doigt quelque part derrière. Il n'a pas une dent et probablement il dit des choses méchantes euh, sur le sultan et les envoie, leur propose de faire un voyage maritime. Nous avons une autre personne qui est en train de rire. Et en russe, nous disons, il y a une expression, nous avons ri jusqu'au mot de ventre. En regardant cette peinture, nous voyons des caractères très différents. Là, le but de Repin a été de montrer les caractères de chaque personnage à travers le rire. Même si cette image est composante, nous pouvons très bien imaginer chaque personne dans la vraie vie. Et ce tableau a été acheté par l'empereur Alexandre III. Et donc, ce tableau est dans la collection du musée russe. Et Repin a passé plus de 10 ans
Serpo, probablement, il a été copié depuis Général Dorgomilov. C'est une image très jolie. C'était un homme très important en poste d'État. Et donc, nous voyons le portrait de Dorgomilov. Et nous allons vous montrer l'ataman Ivan Serko. Vous voyez des traits similaires entre les deux images. C'est comme ça que Repin interprète l'image de l'ataman de Zaporog. À cette époque, c'était vraiment l'épanouissement du talent de Repin. Il a fini ce tableau en 1891. Il commence à travailler sur une autre œuvre. Et donc, nous voyons le sujet qui apparaît dans le travail de Repin à cette époque. En 1881, Alexandre II a été assassiné et cette histoire a beaucoup secoué toute la Russie. Donc, beaucoup de facteurs ont poussé Repin à créer ce tableau. Il y avait beaucoup d'explications. Et il y a la version qu'au début, au lieu de jeune homme, il y avait une jeune fille. Mais après, Repin a décidé de changer une fille pour un homme. Et le sujet de ce tableau qui s'appelle Pas attendu parle de soi. Il change une fille pour un homme et ce détail que cette personne n'a été pas attendue, cela veut dire qu'elle a été condamnée pour l'exil ou pour le prison. Et regardez le foulard sur son cou. Beaucoup de scientifiques disent que ce foulard rappelle beaucoup une corde. Un détail qui intrigue tout le monde, c'est une tache noire. Cette personne qui est apparue, ce jeune homme, devient vraiment une tache noire, comme s'il est revenu dans le monde des vivants, du monde des gens morts. Et le dialogue que nous voyons entre cet homme et la femme qui est en deuil, elle porte les habits noirs. C'est encore une preuve qu'il n'a pas été attendu, parce que probablement il devait être pendu. Et le dialogue que nous voyons entre eux est très éloquent. Et après, nous voyons les enfants. Il y a un garçon et une fille. Ce garçon, il regarde avec intérêt cette personne, probablement c'est son père. Et regardez le regard de la fille. Probablement, cette fille a été très petite au temps d'arrestation de son père. Elle l'a jamais vu. Et peut-être elle rêvait de revoir son père, mais elle n'a jamais attendu de le revoir si tôt. Et c'est pour cela aussi que ce tableau s'appelle Les visiteurs inattendus. Nous voyons les tableaux sur les murs et l'espace qu'on voit à travers la chambre, la serviteuse qui ouvre la porte. Nous voyons les autres chambres et aussi la lumière qui entre dans cette chambre. Tout cela donne de l'espace
à cette chambre. Et l'homme représente une tache noire sur le fond clair. Répine travaille en tant que peintre. Il reflète les événements qui se passaient pendant son temps. Il utilisait beaucoup de sujets historiques en deux tableaux. C'est la princesse Sophia. Nous allons voir ce tableau maintenant. C'est la sœur aînée de Pierre Ier. C'est l'enfant du premier mariage de Alexei Romanov, de père de Pierre le Grand. Sophia a été parmi les enfants qui ont été nés lors de son premier mariage, et pendant le deuxième mariage, Pierre était né. Et donc, Sophia devient régente pour les deux petits princes. Après, elle voulait pas céder son pouvoir à son petit frère. Et donc, nous voyons cette opposition de pouvoir qui mène à une histoire très sanglante. Pierre l'a enfermé au couvent de Novodevitchi. Et puisque cette opposition de pouvoir a été très violente, Sophie a été soutenue par les Streltsy. Mais vous voyez que derrière la fenêtre, vous voyez, il y a une tête. Tous les Streltsy ont été pendus. Et leurs corps sont restés pendant longtemps devant la fenêtre. Sophia a été une femme la plus éduquée de son temps. Elle a été placée dans cette petite chambre. Pendant que Répine travaillait sur ce tableau, en ce moment, un autre peintre très célèbre, Surikov, il travaille sur un autre tableau le matin de l'exécution de Streltsy. Donc c'est le sujet pareil. Et quand Répine a visité l'atelier de Surikov, il a dit que puisque tu décris l'exécution, tu dois au moins décrire un homme pendu. Et donc, Surikov, c'est ce que Surikov a fait. Mais après, les critiques ont dit que c'est beaucoup trop, donc il devait enlever un homme pendu. Et après, Surikov, il a fait sa vengeance de Répine. Il a dit que la silhouette de la régente, elle n'est pas un peu épaisse, mais obèse. Et elle ressemble à un homme. On dit que Sophia n'était pas du tout comme ça en vraie vie, mais le peintre, il peut décrire les caractères comme il veut. Et c'est exactement comme ça qu'il a décidé de créer la régente Sophie. Et donc, nous retournons vers la série de portraits de Répine quand il était très jeune. Pendant le temps de sa célébrité, pendant la période des batailles de la Volga, Répine a fait connaissance de Nicolas Tolstoï. Et il gardait cette amitié
pendant toute sa vie. On dit que Lev Tolstoï est un titane de la littérature russe et Répine est nommé titane de la peinture russe. Donc c'était l'amitié entre les deux titanes. Cette amitié a été préservée pendant toute leur vie. Répine aimait beaucoup rendre visite à Tolstoï à Yasnaya Polana, la résidence de Tolstoï. Et donc, il a fait le portrait de Lev Tolstoï. Tolstoï aimait beaucoup ce portrait. Il y avait un autre portrait qui a été créé à Yasnaya Polana un peu plus tard. Avant, c'était les portraits assez récents, mais ici, nous voyons le portrait qui date du début du XXe siècle. Tolstoï était un de... il était très impliqué dans les travaux de paysans. Pour lui, c'était très important de trouver l'harmonie entre un homme et le sol. Et une fois, Répine a décidé de créer le portrait de Tolstoï. Vous voyez que Répine a choisi en toile étroite, la toile étroite. Et Tolstoï, il est décrit pieds nus, ce qui reflète ses racines et son intérêt pour l'agriculture. Répine parlait beaucoup de cet intérêt de Tolstoï. Il aimait bien travailler sur le sol. Et Tolstoï disait que Répine, une fois qu'il a essayé de le faire ensemble avec Tolstoï, il n'a pas réussi. Et donc, Tolstoï a dit qu'il a fait un mauvais travail. Mais au moins, il a fait ce portrait. Répine aimait beaucoup visiter Yasnaya Polana. Il aimait bien voir la vie quotidienne de Lev Tolstoï. Et le jour, quand il a perçu beaucoup d'argent pour son tableau, les Cosaques Zaporok écrivent une lettre, il s'est acheté une résidence qui se trouvait en Biélorussie. Cette résidence s'appelait Zdravnovo, qui est dans l'oblast de Vitebsk. Et c'était une résidence immense où le fleuve Dvina a passé dans cette terre. Et donc, Répine a décidé qu'il allait vivre dans cette résidence et avec cette période sont liés plusieurs travaux de Répine, y compris cette œuvre formidable qui s'appelle la libellule. Et également ici, on peut voir le portrait de Vera. Elle semble de voler dans les airs sur le fond de bleu. On voit beaucoup de lumière, les airs. Et donc, c'est pour cette raison, cette peinture a été appelée ainsi, la libellule. Et donc, en effet, ce milieu dans les airs sont bien dépeints dans ce tableau qui est considéré l'un des meilleurs travaux de Répine. Et nous avons déjà vu le portrait de Vera Shevtsova dans sa jeunesse. Et maintenant, on va voir une autre peinture. Donc, c'est pendant les rares instants de repos, parce que Vera s'occupait de la maison, de l'éducation des enfants, et Vera Alexeevna elle-même disait qu'elle
était très fatigué parce qu'il s'est marié à l'âge de 17 ans et bien sûr, les enfants lui prenaient beaucoup de temps et de force, mais elle disait qu'elle attendait toujours le soir alors qu'Ilya Efimовitch rentrera de son atelier. Et lorsqu'il est arrivé, elle avait ces minutes rares de repos où les enfants allaient se coucher et elle commençait à discuter avec Répine. Donc, c'était des minutes de, de temps passé ensemble. Et donc, ici, on voit cette femme dans ses rares minutes de repos. Elle dort et Répine euh, pense cet état où il se trouve, cette jeunesse et cette tendresse de Vera. Ils étaient très différents l'un de l'autre. Et au début de cette conférence, je vous ai dit que Vera était fermée, très renfermée sur elle-même. Elle n'aimait pas beaucoup la société. C'était très difficile pour elle de se trouver dans une société, alors que Repin était très ouvert pour les autres. Il était ouvert pour tout ce qui est nouveau. Et pendant un moment de leur vie, leurs chemins se sont séparés. Et justement, cela est arrivé au moment où cette résidence Draznova avait été achetée et justement, Repin passait beaucoup de temps là-bas. Il a amené son père dans cette résidence et à un moment, Repin quitte cette résidence en la laissant à Vera pendant leur séparation. Et donc, une peinture qui s'appelle le Biélorusse a été peinte là-bas. C'est un paysan avec lequel Repin a fait connaissance. Et pendant que Repin était à Yasnaya Polana, en tant que visiteur, les paysans aimaient bien lui parler quand il passait par là et leur poser des questions sur leur santé et ses succès, mais à Zdravnov, les paysans l'ignoraient. Et c'est là que Repin a compris qu'être un maître pour les paysans était difficile parce que les paysans ne voulaient pas trop lui parler. Donc ici, nous voyons un portrait typique d'un paysan et encore, toute la figure est enveloppée par la lumière, par les airs, et cette combinaison de cette écharpe, cette verte et avec une veste vert clair est bien décrite. Et à la fin de notre conférence, on va vous montrer l'une des plus grandes peintures de Repin. C'est la session solennelle du Conseil d'État qui a été créée au début du XXe siècle, en 1901. Et c'était le 5e anniversaire depuis l'institution du Conseil d'État qui a été créé par l'empereur Alexandre Ier en 1801. Le Conseil d'État a été créé comme aide à la gouvernance du pays. C'était un organe consultatif. Et au début du XXe siècle, le Conseil d'État représentait une unité de fonctionnaires puissante. Une centaine de personnes y faisaient partie. Et donc, les fêtes ont été organisées. Pour l'anniversaire et l'un de ces jours, une session solennelle a dû avoir lieu sur la place de Sakiev et on a décidé de pérenniser cet événement et pour cette raison, on a demandé de recommander quelques peintres. Donc, plusieurs noms ont été donnés, y compris le nom de Repin. Et Repin a obtenu cette commande. Il a été invité pour la session du Conseil d'État. Il était assis très haut, même sous le plafond. Et donc, il a demandé un appareil photo et tous les moments qu'il a bien aimés, il les a pris en photo. Et avant cette commande, il est
un muscle s'est atrophié entre son doigt de la main et donc entre l'indice et le pouce. Et c'était une tragédie pour Repin. Et c'est pour cette raison qu'elle a commencé à peindre avec sa main gauche. Repin a vécu une vie longue. Et ces derniers 30 ans, il peignait seul avec sa main gauche. C'était difficile pour lui de peindre avec sa main gauche et donc il a été aidé par ses élèves. Donc, tous les personnages ont été écrits et peints par lui-même, par Repin, et les décorations et tous les meubles étaient peints par ses élèves. Donc, Repin, pour son tableau, a demandé que ses fonctionnaires lui posent mais il n'aimait pas ça. Et dans ce cas, Alexandre, l'empereur, il a émis un décret où il a obligé tous ses fonctionnaires de poser autant que nécessaire aux peintres. Et donc, Repin a demandé à ses fonctionnaires de prendre une pause comme si la personne participait à une session, comme d'habitude. Donc ici, on voit une personne avec des moustaches, c'est un duc, le fils cadet d'Alexandre III et le frère d'Alexandre II. Et l'empereur Nicolas II est entouré par les grands ducs Romanov, dont les uniformes sont décorés par les plus grandes médailles de l'époque. Donc, c'est une composition très complexe. On peut voir que c'est une salle ronde du palais Mariinsky et Repin combine deux points de vue dans ce tableau. L'une, c'est à la verticale et l'autre, c'est à la horizontale pour montrer le grand espace de cette salle et en même temps toutes ces personnes assises à table, toutes les personnes qui préparent leur représentation à l'empereur et tout cela lui a permis de montrer l'espace de cette salle avec une exactitude mathématique. Donc, c'était le dernier grand travail de Repin, après quoi elle prend la décision de déménager de Saint-Pétersbourg à un village finnois au Kolo, où il a passé ces dernières années, où le 29 septembre 1930, Ilya Efimowitch, à l'âge de 86 ans, est décédé. Et donc, ici, dans cette dernière salle de cette exposition, est consacrée à la dernière période de la vie de Repin et son dernier autoportrait peint en 1920. En 1918, Vladimir Lénine a signé un décret en libérant la Finlande qui ne fait plus partie de l'Empire russe. Elle est devenue libre et indépendante et c'était un moment très difficile pour la Finlande et on retrouve les lettres de Repin où il écrit que ici je me suis retrouvé complètement seul maintenant. Et avant la Révolution, dans sa résidence, il organisait des fêtes toutes les semaines. Et après, il y a eu cette période de solitude qui était très mal vécue par Repin. Il n'avait plus la possibilité de chauffer la maison, il n'avait plus de bois, plus de charbon, et Repin a trouvé un bout de linole sur lequel elle a peint son dernier autoportrait. Et donc, les travaux que vous voyez ici ont été exposés dans le musée de ce village finnois et certaines de ces toiles sont conservées dans le musée de Helsinki. Donc, c'est la fin de notre conférence. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Спасибо, Валентина Александровна.
Et merci, Valentina Alexandrovna. C'était une conférence très intéressante avec beaucoup de détails de ces toiles. Donc, c'est vraiment impressionnant, tous les progrès techniques quand on peut voir tous ces tableaux en grand détail en étant à distance. Nous avons 2 commentaires. Le premier est très plaisant sur le lien avec Monet. Un autre commentaire, malgré le fait que je ne parle pas ni français ni russe, j'ai bien aimé la présentation de ces tableaux, ces peintures. Merci beaucoup. Je pense que comme je ne vois pas de questions, je pense que ça va être la fin de notre session. Nous ne disons pas adieu au musée russe parce que déjà en janvier, nous aurons notre réunion programmée et où on va apprendre sur le peintre russe Surikov. On prévoit encore, avant la fin de cette année, vous raconter sur un autre peintre russe aux origines italiennes qui a en fait rendu célèbre l'école russe. C'est Karl Rulov. J'espère que nous aurons assez de temps pour parler de ce maître qui a créé le tableau très connu dans le monde entier, Le dernier jour de Pompéi. Et dommage que nous n'avons pu vous parler de beaucoup de choses dans la liste préparée par Valentina, mais nous vous invitons pour un tour virtuel pour les étudier vous-même, pour trouver tous les matériels du musée russe et on espère que vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre correction. Nous serons ravis de vous rencontrer encore une fois avant la fin de cette année. On va la programmer. À bientôt. Marie, à bientôt. Valentina, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentina, et à tous les collègues qui ont rendu possible notre événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne soirée. Еще нет. Да. Спасибо вам большое.